Nous allons passer maintenant de la physique à la chimie. Et on va s'intéresser à un premier encart en lien avec le statut chimique des sols, qui est le statut acido-basique du sol. Le pH du sol, soit la concentration des ions H+ ou protons d'une solution de sol, est la principale mesure de l'acidité d'un sol. Cette dernière, l'acidité, provient principalement dans un sol de la production de ces fameux protons. Donc tous les sols vont subir un processus d'acidification. Car dès qu'il y a des matières organiques et de l'oxygène, celles-ci, les matières organiques, vont être oxydées et produire des protons. Donc l'oxygène conduit aussi par exemple à la nitrification, l'oxydation des sulfures et donc la production de protons. Le fonctionnement des racines dans le sol, donc la vie du sol via les racines, conduit aussi à la production de protons. Ainsi, le processus de vie, que ce soit par les matières organiques mortes ou par exemple par les matières organiques vivantes comme les racines, ça conduit à une acidification des sols, dans le cas de sols bien sûr oxygénés, avec de l'oxygène. Toutefois, les sols peuvent aussi consommer des protons. Par exemple, c'est le cas si le sol n'est plus oxygéné, on va dire qu'il est réduit. Par exemple, dans les milieux, les zones humides, où la porosité est remplie d'eau. À ce moment-là, les protons peuvent se fixer sur les charges négatives du complexe d'absorption, ce que nous allons voir juste un petit peu après. Donc se fixer sur les bords des argiles et des matières organiques. Ou alors, lors du processus d'altération des carbonates de calcium ou des aluminosilicates, le H+ peut être consommé. Donc l'altération des minéraux confère au sol ce qu'on va appeler un pouvoir tampon. Sur cette figure, on a l'illustration de ces fameux pouvoirs tampons du sol. Donc, les apports croissants de base et inversement d'acide sont représentés sur l'abscisse. Et puis, en ordonnée, vous pouvez trouver le pH de la solution du sol. On va situer en haut à droite de la figure. On a deux courbes, une en rouge, une autre en vert. Et donc, on va suivre l'apport croissant d'acide. On va de droite à gauche et observer ce qui se passe sur le pH du sol. Donc, dans un premier temps, les deux courbes sont stables, en ligne, ce qui indique que le pH haut de la solution du sol ne bouge pas. Donc, plus on amène des acides, on amène des acides dans le sol, des protons, et le pH ne bouge pas. Donc, c'est ça qu'on appelle un pouvoir tampon. Malgré un apport d'un élément, sa concentration dans le milieu ne bouge pas, reste stable. Ce qui veut dire que quelque chose va le consommer au fur et à mesure qu'il arrive dans le milieu. Et ici, c'est le cas du carbonate de calcium, soit le calcaire du sol. En effet, le carbonate de calcium va capter les protons, les H+, et produire du CO2, de l'eau et du calcium qui sera lessivé. Par exemple, c'est ce qu'on voit quand on met un peu d'acide sur un sol calcaire, on voit une effervescence qui se produit. On le verra aussi sur le terrain. En fait, ça correspond au dégagement gazeux de CO2 en lien avec cette dissolution du calcaire et cette consommation des protons. Nous allons voir les mesures du calcaire, comment mesurer ça dans l'analyse de sol, juste après Une fois que tous les calcaires, par contre, sont consommés, c'est-à-dire qu'on avait une réserve de calcaire et tout a été consommé, on voit que les courbes chutent. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pratiquement plus rien qui tamponne la solution du sol. Donc l'apport d'acide augmente la concentration des protons des H+ dans le sol, la solution du sol, et donc diminue le pH. Et donc on a une chute du pH à ce moment-là. Et puis on va arriver à un autre pouvoir tampon, vers des pH très acides, et celui-ci est dû à l'altération des aluminosilicates, qui sont des minéraux du sol. Donc les protons vont altérer ces minéraux, et dans le processus d'altération vont être consommés. Toutefois, ce processus d'altération va conduire à relarguer dans le sol de l'aluminium. Donc se met en place un pouvoir tampon, mais on est déjà dans des conditions très acides, avec des pH très bas, vers 4, 4,5. Donc globalement, c'est un petit peu tard pour tamponner son sol. C'est un peu parce que là, dans cette gamme de pH, on va le voir juste après, on a des problèmes de fonctionnement. Et ce pouvoir tampon aussi conduit à une certaine phytotoxicité en relarguant de l'aluminium, qui est plutôt phytotoxique à forte concentration.
Alors pour finir, il y a un autre pouvoir tampon qu'on peut observer sur cette figure, qui n'est pas forcément souhaitable non plus, qui est lié aux charges négatives des argiles et des matières organiques, qui peuvent consommer les protons. Sur la figure, on peut voir ce pouvoir tampon en comparant la courbe rouge et la courbe verte. Par exemple, la courbe rouge, le pH de la courbe rouge chute beaucoup plus vite que le pH de la courbe verte. Et bien tout simplement, c'est que sur la courbe verte, on a plus d'argile, de matière organique, et donc on a plus de ce pouvoir tampon que sur la courbe rouge. On va voir comment ça fonctionne quand on s'intéressera à l'encart sur la CEC et les équilibres chimiques un petit peu. Alors dans notre analyse de terre, 2 indicateurs ont été retenus pour décrire le statut acido-basique du sol, c'est le pH eau et le pH KCl. Il existe plusieurs indicateurs du statut acido-basique, les deux plus courants étant le pH eau et le pH KCl. Alors on verra ces autres indicateurs quand on va aborder la CEC, mais il faut bien noter le lien entre CEC et statut acido-basique. Même si c'est dans des encadrés différents dans notre analyse de sol, en fait, généralement, ça s'interprète en tenant compte les uns des autres, parce que dans un sol, c'est des composantes qui interagissent. Alors, qu'est-ce que le pH eau? Donc ici, le mot eau, c'est le réactif qui est utilisé pour doser le pH. Et donc, quand on utilise l'eau comme réactif pour doser le pH, généralement, on dose les ions protons dans la solution du sol. Donc, c'est le pH qui va servir, par exemple, à déterminer le milieu de vie des organismes du sol, les activités enzymatiques, etc. Le pH KCl, lui, c'est donc un pH qui est dosé avec du KCl comme réactif. Donc, il correspond à la mesure de l'acidité de réserve. Alors, l'acidité de réserve, ça correspond aux protons qui sont dans la solution du sol, mais aussi une partie de protons qui vont être sur le complexe adsorbant, c'est-à-dire ces fameux protons qui vont être liés aux charges négatives. C'est pourquoi on parle de réserve, parce que ces protons, en fait, quelque part, ils sont mis en réserve sur le complexe dans le sol. Alors, globalement, le pH eau varie de 3,5 à 8,5 dans les sols français. Une gamme dite optimum irait de 6,2 à 7. Ainsi, on chercherait plutôt un pH légèrement acide à neutre. Alors, c'est en fait une gamme de pH qui correspond à un compromis. On a des bonnes activités enzymatiques et derrière, donc par exemple une bonne minéralisation de la matière organique, un peu de solubilisation d'éléments pour les plantes, mais pas trop. Plus acide, les activités sont freinées, la CEC baisse et des éléments peuvent être trop solubilisés comme des polluants. De même, plus basique, un pH trop basique, ça peut bloquer des activités biologiques et surtout, on verra la biodisponibilité de ces éléments nutritifs pour les plantes. Alors, la mesure du pH permet d'expliquer de nombreuses fonctions du sol et va déclencher potentiellement des actions correctives telles que le chaulage. Dans notre analyse, où la gamme optimum est entre 6,75 et 7,25, donc on voit que tout le monde n'est pas d'accord sur exactement la gamme optimum, mais ça tourne autour de la neutralité, bien sûr. Notre sol est légèrement trop acide, avec un pH de 5,95. Alors, cette valeur peut conduire à faire un chaulage pour le remonter à 7, ou juste en dessous de 7. Le pH KCl, toujours au pH eau, peut nous aider là à prendre la décision de chauler. C'est pour ça qu'on peut faire les deux pH. En effet, si la différence est importante entre les deux, par exemple avec plus une unité de différence, ça veut dire que notre sol est acide et qu'une partie de cette acidité est en réserve. Donc baisse les échanges cationiques, la CEC, etc. Donc ici, le pH KCl, qui est jugé moyen, mais au-delà de sa valeur absolue, c'est plus la différence entre les deux pH qui nous intéresse pour pouvoir interpréter le pH et potentiellement déclencher le chaulage. Sur cette figure, variation des pH eau et pH KCl dans le temps sur un sol non chaulé, on a quelque chose d'assez important dont je vous avais parlé au début de cette séquence. C'est l'effet de la période de l'année sur certains paramètres du sol. Et là, on voit que le pH varie dans l'année, suivant les années bien sûr, mais au cours d'une même année, avec toujours un peu le même type de variation. En période chaude, il va avoir plus d'activité biologique, donc plus de production de protons,
avec généralement moins d'eau dans le sol. Donc on va avoir tendance à avoir une augmentation de la concentration des protons en période chaude et donc une diminution du pH. Inversement, en période froide, l'activité biologique est réduite, donc on produit moins de protons et normalement, on a un peu plus d'eau dans les sols. Donc à ce moment-là, la concentration en protons baisse et le pH augmente. Alors les variations peuvent être de 0,5 à 1 dans le pire des cas. Et donc derrière, il faut faire attention à la période de prélèvement de notre sol quand on veut interpréter le pH. Et puis surtout d'année en année. Ça veut dire que si on veut voir par exemple l'effet correctif de l'écholage, il faut mieux revenir prélever aux mêmes périodes pour voir quel a été l'effet sur le pH. Parce que si on change de période, en fait, on peut ne pas voir l'effet tout simplement par la variabilité saisonnière de la mesure du pH. Alors, dans le cadre du statut acido-basique du sol, on trouve aussi d'autres indicateurs des mesures du calcaire. Et donc ici, on a par exemple le calcaire total et le calcaire. Le calcaire, en fait, il peut prendre différentes formes dans le sol ou en amendement. Alors là, je vous ai mis quelques rappels. Donc, dans le calcaire, l'ion calcium, il va jouer un rôle fondamental, comme nous verrons juste après. Mais il faut aussi faire attention aux autres composants du calcaire, qui peuvent être aussi importants. Si on prend l'exemple ici du carbonate de calcium, le carbonate de calcium est constitué donc de calcium, on va voir très important, mais aussi d'une base, le carbonate, CO3-, qui va assurer par exemple le pouvoir tampon du sol. C'est elle qui s'associe au H+, et non pas le Ca2+. Donc le pouvoir tampon du calcaire est lié à la base et pas au calcium. De même, par exemple, là, les amendements, la chaux vive et la chaux éteinte, ici, ce n'est pas le Ca qui va être intéressant pour le pH, c'est les deux bases fortes, O2- ou H-, qui vont pouvoir venir récupérer des ions H+, dans les solutions du sol et sur le complexe absorbant. Donc, le calcium n'est pas une base, même si on parle de cation basique, entre guillemets, c'est le complément qui est la base, mais par contre, le calcium, bien sûr, a de nombreuses fonctions dans le sol, qui fait que c'est intéressant de doser ce calcaire. L'ion calcium, Ca2+, va jouer un rôle fondamental dans le fonctionnement du sol. Au-delà de son rôle alimentaire pour les plantes, qu'on va revoir un petit peu après, on a vu qu'il avait un rôle sur la stabilité des agrégats. On va voir qu'il aura un rôle sur la CEC et sur la protection des matières organiques, comme vous le verrez en séquence sur les matières organiques. Il faut aussi noter une propriété du calcium intéressante, c'est que le calcium en fait peut se fixer sur le complexe absorbant et c'est même le principal ion fixé sur ce complexe. Mais en équilibre, cela veut dire qu'il y a du calcium en solution dans le sol et sur le complexe. Donc comme la solution du sol est électriquement neutre, s'il y a des cations dans la solution du sol, il y a des anions. Et un anion important dans la solution, c'est le nitrate. Or, le nitrate, il ne reste pas dans le sol. Comme il ne se fixe pas dans le sol, s'il n'est pas consommé par les plantes, il va avoir tendance à lessiver. Et si le NO3 lessive, il va emmener avec lui des cations pour préserver la neutralité de la solution du sol. Et bien souvent, il emmène du calcium. Donc, le calcium est aussi ce qu'on appelle un élément très lessival, souvent en lien avec le nitrate, et on verra que ça va poser potentiellement des problèmes dans les sols. Donc dans notre analyse, le calcium est dosé avec deux indicateurs, le calcium total et le calcium actif. Alors le calcium total, ça correspond à tout le calcium que l'on peut trouver dans un sol, quelle que soit sa forme, dans les roches calcaires, dans la solution du sol, sur le complexe, etc. Si l'on obtient plus de 5% de calcium total, calcaire total, dans un sol, on considère qu'on a un sol calcaire, et par exemple, et qu'il aura un fort pouvoir tampon. Généralement, ça explique des pH neutres à basiques. Donc c'est intéressant d'avoir un pouvoir tension, mais attention, si un sol est trop basique, ça va poser des problèmes quand on va le voir sur les éléments minéraux. Alors, le calcium actif est un indicateur intéressant à mesurer quand on observe des chloros sur les végétaux. En fait, ça correspond à la forme la plus facilement dissoute du calcium, soit déjà dissous dans la solution du sol, soit sur le complexe. Et si on a plus de 6% de calcium dans notre sol sous cette forme, alors il y a trop de calcium dissous et cela peut bloquer l'acquisition par les plantes d'autres nutriments, comme le fer par exemple. Ainsi, sur l'analyse par exemple,
De la mesure du calcium actif, les laboratoires tirent ce qu'on appelle le pouvoir chlorosant ou l'indice de pouvoir chlorosant. Ce dernier doit être calculé aussi avec le fer facilement extractible, car c'est surtout cette chlorose en fait, qu'on va rechercher. Alors en bilan, dans notre sol, il n'est pas calcaire, puisque les valeurs sont nulles, donc ce qui donne un pH trop acide et aucun risque de chlorose. Donc maintenant, nous allons creuser un peu le statut organique du sol. C'est l'encart que nous allons voir. Mais attention, cet aspect va être approfondi en séquence 3 de la formation, vu son importance dans les systèmes bio et vu le peu de données qu'on a généralement dans les analyses physico-chimiques. Alors pour rappel, sur cette diapositive, on définit ce qu'on appelle matière organique. Donc c'est la matière spécifique des êtres vivants, végétaux et animaux. Donc un point fondamental, c'est que la matière organique est très riche en carbone. Donc comme on peut voir là sur l'encart, en fait on ne dose pas la matière organique, mais on dose donc le carbone organique. Et par exemple ici on voit bien que la norme de méthode utilisée concerne le carbone organique et qu'il n'y a pas de norme de méthode sous matière organique. Alors pour obtenir la matière organique, on dose son carbone et plus généralement on multiplie par 1,72 ou 1,78, enfin ça dépend un petit peu, mais globalement 1,72 pour obtenir la teneur en matière organique. Alors, il existe plusieurs méthodes pour doser le carbone organique et donc il faut faire attention aux méthodes utilisées parce qu'il faut vérifier que le carbone minéral, et par exemple sous forme de carbonate de calcium, le carbonate, n'est pas inclus dans ce dosage puisque ici c'est que le carbone organique qui nous intéresse. Par exemple, on peut utiliser la méthode Hahn qui va doser le carbone organique, comme ici. Toutefois, en raison de problèmes de sécurité pour certains labos, en lien avec la méthode, il y a d'autres méthodes qui peuvent être utilisées, comme la méthode Dumas pour doser le carbone. Mais à ce moment-là, il faudra vérifier que le carbone minéral a été extrait avant, qu'il y ait une décarbonatation de l'échantillon, puisque ces méthodes type Dumas vont doser le carbone en fait total. Donc ça veut bien dire qu'il faut faire attention quand je vous disais démarrage de la séquence, que le choix des méthodes est important. Typiquement là on le voit là, il faut vérifier que la méthode utilisée permet effectivement de doser le carbone organique. Donc en toute logique, on devrait ici trouver l'azote organique, la mesure de l'azote organique et non totale, puisqu'on est dans l'encart statut organique. En fait, la part de l'azote minéral dans un sol, sous forme par exemple de nitrate d'ammonium, est très faible comparée à la part organique. Donc généralement, on dose l'azote total comme une approximation de l'azote organique. Donc le dosage de l'azote minéral, lui, généralement, est fait dans des prélèvements spécifiques. On dose l'azote minéral du sol sur des prélèvements spécifiques pour connaître en fait ce qu'on appelle les reliquats azotés. Et ça ne va pas concerner ce type d'analyse physico-chimique et d'autres analyses qui nécessitent d'autres conditions, surtout de conservation des échantillons. Puis derrière, il faut extraire, fixer aussi les éléments minéraux avant analyse. Alors, les labos proposent aussi des indicateurs d'activité biologique en lien avec le statut organique. Par exemple, ici, il y a deux indicateurs, le rapport carbone sur azote et l'azote minéralisé dans la vie. Déjà, la première chose qu'on voit, c'est que ces indicateurs sont des calculs et pas des mesures, il n'y a pas de normes associées. Donc le rapport carbone sur azote est un indicateur très, très souvent utilisé pour estimer l'activité biologique. Généralement, on le veut aux alentours de 11. Au-dessus, on va avoir un sol qui va avoir tendance un peu à retenir l'azote du sol. Enfin, l'azote du sol va être retenu par les organismes vivants pour décomposer la matière organique.
Inversement, en dessous de 11, l'activité est très forte et donc il va y avoir potentiellement beaucoup d'azote produit dans le sol. C'est une estimation et elle sera détaillée dans la séquence sur la vie biologique et la matière organique. L'azote minéralisé dans l'année aussi est un calcul du laboratoire. En fait, c'est pas du tout une mesure, puisque de toute façon, il faudrait la mesurer dans le champ, donc on voit que c'est pas possible avec une analyse de terre. Et donc, bon, alors, elle peut être basée par exemple sur la teneur en azote totale, le rapport carbone sur azote. Ils peuvent aussi utiliser la texture, le pH, différents facteurs pour faire une approximation d'un potentiel, c'est bien un potentiel, qui serait l'azote fourni en fait par le sol sur une année. Alors l'idée de potentiel, c'est que c'est pas du tout forcément réalisé. Il y a beaucoup de choses qui vont impacter la minéralisation et la fourniture d'azote par les sols, le climat, les pratiques culturelles, les cultures, etc. Et donc là, on est vraiment sur une estimation de ce que pourrait donner le sol sur une année. Alors dans quelles conditions, voilà, à voir, mais on va dire pour quelque chose de très normal. Alors ces indicateurs sur le statut organique sont assez sommaires. Bon, il y a beaucoup de recherches sur la biologie et la matière organique qui sont conduites, qui ont permis d'obtenir de nouveaux indicateurs organiques et biologiques qui tiennent compte, par exemple, de la qualité des matières organiques et pas que de la quantité, qui tiennent compte des différents organismes qu'on va avoir. Et par exemple, il y a aussi des mesures de potentiel de minéralisation, toujours de potentiel, et pas juste des estimations. Donc en fait, tous ces aspects qui ne sont pas présents dans les analyses classiques physico-chimiques sont potentiellement, peuvent être analysés et mesurés dans d'autres analyses de sol, donc des analyses sur la matière organique et la biologie des sols. Et tout ça, vous allez le voir justement sur les séquences à venir pour faire un zoom, parce qu'en fait, c'est assez fondamental en agriculture biologique de lier l'analyse physico-chimique classique à ces nouvelles analyses pour pouvoir bien comprendre le fonctionnement de son sol.